Bonjour à tous, c'est Charlotte du collectif D'un atelier à l'autre et bienvenue dans ce premier cours de peinture avancée en période de confinement. Alors c'est un cours dans lequel on va relativement peu parler de couches picturales et de procédés picturales, mais on va se concentrer sur la couleur. Alors, pour vous faire d'abord un bref rappel sur le principe, sur les bases des couleurs, même si c'est pas le sujet principal de ce cours, je vous rappelle donc on a des couleurs primaires, d'accord? On a des couleurs primaires, rouge, magenta, jaune et bleu. Ces couleurs primaires, quand on les mélange l'une à l'autre, elles créent ce qu'on appelle les couleurs secondaires. Donc un jaune mélangé à un rouge crée du orange, le jaune mélangé au bleu crée du vert, et le bleu mélangé au rouge crée du violet. Ce vert, ce orange et ce violet sont des couleurs secondaires s'ils sont fabriqués à partir des primaires. Bien, ça normalement c'est des choses que vous savez déjà. Qu'est-ce que c'est qu'une couleur que deux couleurs complémentaires? Les deux couleurs complémentaires sont à l'opposé en fait du cercle chromatique. Donc le rouge est la complémentaire, le rouge primaire est la complémentaire du vert secondaire. D'accord? Mais si on veut chercher un petit peu plus loin et de manière un petit peu plus précise, si on veut par exemple chercher la complémentaire d'un rose-orange, donc un rose-orange c'est quoi? C'est du rouge, une pointe de jaune et un peu de blanc. La secondaire, enfin la complémentaire de ce rose-orange sera une sorte de vert canard, vert turquoise foncé, c'est-à-dire essentiellement du vert avec une pointe de bleu et un peu de noir ou l'équivalent d'un sombre. Si vous voulez chercher exactement la complémentaire d'une couleur, ça pourrait être la recherche d'une vie, même si vous trouvez des logiciels aujourd'hui qui le font, mais qui le font de manière non intuitive, qui le font de manière uniquement physique. Mais si vous voulez vous amuser à chercher la complémentaire d'une couleur, vous pouvez faire une petite expérience très sympa. Vous pouvez par exemple remplir un petit carré d'une couleur, mettre un point noir au centre de ce carré et entourer ce carré à nouveau de noir. Et si vous fixez pendant plus de 30 secondes le point noir au centre du carré de couleur et qu'ensuite vous mettez votre œil sur une page blanche, vous verrez s'y projeter la couleur complémentaire de la couleur que vous aviez peinte ou remplie dans ce carré. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? L'œil va chercher la complémentaire. C'est-à-dire que quand on voit une couleur, l'œil va vraiment avoir envie de trouver à côté sa complémentaire. Ce qu'on peut savoir aussi quand on est sûr d'avoir trouvé des complémentaires, si on les mélange à proportion égale, on tombe sur un gris neutre. Voilà, sur un gris qui n'est pas coloré, sur un gris qui est presque semblable à un mélange de blanc et de noir. Donc voilà pour ce petit rappel très basique des couleurs primaires, secondaires et complémentaires. Alors, ceci étant dit, évidemment on aurait encore beaucoup de choses à raconter sur la théorie des mélanges colorés, mais ceci étant dit, comment est-ce qu'on définit une couleur? Quels mots utilise-t-on pour définir une couleur? Alors une couleur, c'est d'abord une teinte. Quand vous voyez une teinte, un ton devant vous, vous pouvez le ranger dans la famille des rouges, le ranger dans la famille des oranges ou des jaunes ou des bleus, etc. Donc cette nomination de la couleur, c'est la teinte. D'accord? On a un vocabulaire plus ou moins riche pour définir les teintes de couleurs. Alors il y a d'abord la teinte. Et puis aussi la valeur, c'est-à-dire que si vous avez une écharpe rose, est-ce qu'il s'agit d'un rose clair ou d'un rose foncé? Donc la valeur, à quel point cette couleur est claire ou sombre. Très important en peinture. Et puis on a la question de la saturation, qui est un sujet dont on parle trop peu en peinture. Donc la saturation, c'est le degré de vivacité de cette couleur. C'est-à-dire qu'une couleur primaire, elle est à son maximum de vivacité. Un vert qui est nécessairement secondaire, puisqu'il est fabriqué à partir de bleu et de jaune, il est à son maximum, un vert secondaire est à son maximum de vivacité. Mais si on veut avoir un vert éteint, par exemple, on va le désaturer. Et en réalité, dans la nature, on a très souvent des couleurs désaturées. Le ciel est rarement bleu pétant, le ciel est souvent bleu-gris. Donc, comment est-ce qu'on fait pour désaturer une couleur? On va y mettre... On a trois solutions. À la peinture gouache, acrylique, huile, on a trois solutions. Pour désaturer une couleur, soit on y met du blanc. Dans ces cas-là, on la rend plus pastel, on l'éclaircit, d'accord? On peut aussi y mettre du noir. Dans ces cas-là, on l'assombrit, mais on a tendance aussi vraiment beaucoup à l'éteindre. Soit on y met de la complémentaire.
D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai expliqué que deux couleurs parfaitement complémentaires mélangées ensemble à proportion égale créent un gris neutre. Ce qui prouve bien que si je mets de plus en plus de bleu dans mon orange, au bout d'un moment, j'arrive à un gris. Donc, si je veux désaturer un orange, le rendre moins vif, j'y mets du bleu pour le ternir et pour le rendre plus gris. Donc, évidemment, j'aurai toute une palette pour désaturer progressivement un orange. Donc, pour définir une couleur, on parle de teinte, on parle de valeur, on parle de saturation et on peut dire aussi qu'en peinture, l'application joue énormément dans la perception de la couleur. L'application, c'est quoi? C'est l'épaisseur de la pâte picturale et c'est le geste. Donc, est-ce qu'on place une couleur maigre? Est-ce qu'on la place épaisse, crémeuse? Est-ce qu'on la place en petits points, etc. Donc, l'application serait un autre paramètre qui rentrerait en jeu dans la perception de la couleur. Mais on peut déjà se concentrer sur ces trois choses, la teinte, la valeur et la saturation. Une autre chose très importante aussi, une couleur n'existe pas en soi, d'accord? Évidemment, quand on va chez Saint-Maclou acheter de la moquette, on a des échantillons et on arrive à voir la couleur de cette moquette. Mais en réalité, l'environnement va énormément influencer la perception de la couleur. Imaginez par exemple qu'on ait créé un ton chair, d'accord, beige rosé, d'accord? Ce ton chair beige rosé, si je le mets à côté d'une couleur très froide et très complémentaire, par exemple si je fais une chair devant un arrière-plan gris bleuté, il va m'apparaître extrêmement vif, extrêmement rosé justement. Mais si je mets cette même chair avec un arrière-plan rouge-orange pétant, beaucoup plus vif, eh bien en réalité cette chair aura l'air beaucoup plus terne. Il faut bien comprendre qu'elles résonnent entre elles, ces couleurs, et que donc même si je trouve une couleur qui me semble correcte sur ma palette, l'environnement, le contexte que je mets autour de cette couleur va énormément influencer sur sa perception. Alors l'approche d'aujourd'hui est pédagogique, donc elle est forcément assez partielle. D'accord? On ne peut pas parler de tout en même temps. On pourrait vraiment s'intéresser à l'histoire de la pensée de la couleur. C'est un sujet absolument passionnant. J'essaierai de vous glisser 2 ou 3 liens en dessous du tuto. On pourrait penser aussi à la symbolique des couleurs, ce que je ne vais pas faire aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que ça véhicule psychologiquement, affectivement, une couleur dans son histoire, dans l'histoire de notre culture, de notre civilisation. Et puis on pourrait parler aussi de la technicité, de l'histoire des pigments, de comment les pigments sont arrivés progressivement en Europe, lesquels on employait, etc. Bon, donc tout ça, c'est d'autres sujets dont on parlera une autre fois. Ceci étant dit, il faut bien comprendre que les individus perçoivent les couleurs de manière différente. Voilà, c'est un fait physique. On n'a pas les mêmes perceptions des couleurs. Alors évidemment, on pourrait parler des maladies oculaires des grands peintres, d'accord? Je pense que vous êtes au courant de la cataracte de Monet, de la baisse de vision de Titien, des médicaments que prenait Van Gogh et qui lui faisaient percevoir le jaune d'une manière très particulière. On peut parler aussi de Munch qui avait un décollement du corps vitré et qui voyait des taches au centre de sa vision, et il a d'ailleurs fait une série d'autoportraits extrêmement intéressantes où il transformait cette tache en un espèce d'énorme oiseau. Voilà, donc on a déjà de fait un œil différent, et certains artistes avaient des troubles de la vision. Mais au-delà de ça, on sait aussi que donc en vieillissant, notre œil filtre la lumière moins bien, et puis notre histoire, notre culture, l'environnement dans lequel on vit, tout ça a un impact très fort sur nos perceptions des couleurs. Par exemple, on ne peut pas penser à la peinture de Rembrandt sans imaginer la lumière du Nord et le fait qu'il peignait dans un atelier avec des fenêtres quand même très petites, etc. et que ça a énormément influencé sa palette. Donc, on voit les couleurs de manière différente, et en plus de ça, on a une histoire individuelle qui fait que, voilà, on est impacté aussi dans notre perception de la couleur. Mais qu'est-ce qui fait la palette d'un peintre? Comment déjà est-ce qu'on peut définir l'identité d'un peintre? Quand vous voyez un Van Gogh, vous savez immédiatement que c'est un Van Gogh. Comment est-ce qu'on peut définir l'identité d'un peintre? Évidemment, il y a le choix des sujets. Évidemment, il y a les compositions, le type de format employé aussi. Il y a le contexte historique et culturel qu'on peut reconnaître, on peut dater. Il y a la question de la touche, évidemment. Quel type de touche, nerveuse, douce, délicate, quelle taille de pinceau, donc tout ça, ça joue. On a aussi, bien sûr, la palette. Voilà. On reconnaît aussi un artiste à sa palette. Et en fait, cette palette, ce choix de couleurs régulièrement employés, c'est vraiment le résultat de choix
à la fois inconscient et conscient, et c'est à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui, la question du parti pris coloré. Alors cela dit, on ne peut pas parler de parti pris coloré sans parler de contraste. Et oui, alors le contraste, étymologiquement, hein, ça veut dire contraster, ça veut dire contester, ça veut dire discuter, ça veut dire résister. Contraster, c'est placer côte à côte deux zones extrêmement différentes, voilà, hein, qui vont créer un appel, qui vont créer un point d'appel pour l'œil du regardant. Je vais développer après. Hein. En fait, contraster, vous pouvez penser déjà au dessin, quand on contraste en dessin, hein, on met un point très noir à côté d'un point très blanc. Quand on contraste, en fait, on appelle l'œil du spectateur, du regardant, à entrer dans le dessin ou dans le tableau, et on va le diriger vers le sujet principal, vers ce qui est le sujet principal du dessin ou du tableau, et on va éventuellement le faire rebondir, hein, en jouant avec les points de contraste différents pour lui proposer un parcours, et ce parcours donne sens à l'œuvre. Alors c'est plus ou moins maîtrisé, élaboré avec des stratagèmes très compliqués, ou simplement instinctivement, spontanément induit par l'artiste. En tout cas, le contraste est extrêmement important et on ne peut pas parler de couleur sans parler de contraste. Alors quel type de contraste on retrouve dans une peinture, hein? Évidemment, dans la composition est liée au contraste, mais il y a d'autres choses dans la composition. Hein. La composition, ce serait aussi des grands axes, des grandes dynamiques qui font circuler l'œil, etc. Mais on va parler du contraste dans la composition. Quel type de contraste on a? On a un contraste, évidemment, de couleurs et de plans. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais on peut aussi avoir du contraste dans la pâte. D'accord. On peut aussi avoir des zones épaisses et des zones maigres. Ça crée un contraste aussi, hein, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On peut aussi avoir du contraste calme et agitation, des gros coups de pinceau d'un côté et des zones presque en aplat de l'autre. Ça crée du contraste également. Hein. Nous, on s'intéresse aujourd'hui à la question du contraste coloré et on va parler des contrastes colorés qui ont été théorisés par Johannes Itten. Je vais vous mettre la référence en dessous du tuto. Si vous voulez lire son petit bouquin, voilà, c'est quand même relativement facile à lire et c'est passionnant. Donc, Johannes Itten, il a théorisé les différents contrastes colorés qu'on retrouve dans l'histoire de la peinture. Alors il faut bien comprendre qu'en général un peintre n'utilise pas un seul type de contraste dans son travail. Hein. On est toujours dans l'usage de 2 ou 3 types de contrastes différents. Hein. Parlons donc de ces 7 contrastes de Johannes Itten. Alors le premier type de contraste, c'est le contraste de clair-obscur, qui est un contraste qu'on retrouve en dessin. Hein. C'est-à-dire que dans un contraste de clair-obscur, ce qui va attirer l'œil, c'est la différence entre les zones très claires et les zones très sombres. D'accord ? Donc ça met l'accent sur la lumière, sur le volume. Voilà. Ça, c'est le contraste de clair-obscur. On a aussi le contraste chaud-froid. Donc, on utilise des couleurs chaudes et des couleurs froides, et elles vont être tellement différentes entre elles qu'elles viennent créer donc justement ce contraste. Ce contraste de chaud-froid, il est intéressant, il est souvent employé pour créer des perspectives atmosphériques, puisque les couleurs chaudes ont tendance à avancer et les couleurs froides ont tendance à reculer. On a le contraste complémentaire. Le contraste complémentaire, c'est donc de construire toute sa peinture autour de couleurs complémentaires, par exemple des grands plans rouges et des grands plans verts. Ce qui est intéressant avec les couleurs complémentaires, c'est que donc leur rapprochement les ravive, mais si on les mélange, elles se détruisent. Hein, mais elles sont jamais aussi vives que quand on les met côte à côte. On a aussi le contraste de couleur en soi. Le contraste de couleur en soi, il rend toutes les zones du tableau extrêmement vives. En fait, ils permettent aussi en quelque sorte une sorte d'éparpillement du regard. Il y a le contraste de qualité. Le contraste de qualité, il joue sur donc différents degrés de saturation et il met en avant les zones qui sont les plus vives. On a le contraste de quantité, qui est intéressant puisque toutes les couleurs n'ont pas le même poids. Voilà, ça c'est un sujet intéressant aussi. C'est-à-dire que l'impact d'une tache de jaune est 4 fois supérieur à la même quantité de violet. Hein. On aurait besoin de 4 fois plus, d'une zone 4 fois plus grande de violet pour avoir le même impact coloré qu'une petite tache de jaune. Alors que le magenta et le vert sont à peu près le même type d'impact. Donc,
Le contraste de quantité, c'est d'utiliser des couleurs en plus petite quantité par rapport à d'autres. Et puis on a le contraste simultané, qui est plus une question de mélange optique, mais qui est que quand on utilise une couleur, l'œil va donc chercher à côté sa complémentaire. Et si on utilise par exemple, si on place une grande zone rouge avec un gris à côté, on va avoir tendance à projeter dans ce gris du vert, même si c'est un gris composé de noir et de blanc, on va dire. Ou même si c'est un gris bleuté, on va avoir tendance à y projeter du vert. Voilà, dans ce contraste simultané qui est un peu plus compliqué à vous expliquer en peinture, il faut savoir que quand vous placez donc une couleur vive à côté d'un gris, ou quand vous placez deux couleurs pures mais qui ne sont pas complémentaires, chacune des deux couleurs va chercher à repousser l'autre du côté de la complémentaire. Et ça crée une excitation et une dynamique qui fait que les couleurs vont vibrer en fait. Alors quel est l'intérêt en fait de cette théorisation des différents contrastes colorés? L'idée, rappelez-vous, c'est d'appeler l'œil du regardant dans l'œuvre et de l'appeler grâce à un contraste. D'accord? Donc il faut absolument créer un contraste. Et puis on a différents types de contrastes possibles. En général, on n'en emploie pas qu'un, on en emploie un ou deux ou trois. D'accord? Mais l'idée, c'est qu'avec ce choix de contraste principal, on va créer l'harmonie du tableau et puis on va aussi donner du sens au tableau. D'accord? On ne donne pas le même sens à une atmosphère où tout est plongé dans l'ombre avec des tons désaturés et où, au contraire, tous les tons sont vifs et viennent vers le devant, vers le premier plan du tableau. Ça n'a rien à voir en termes de perception. D'accord? Alors, on va privilégier l'un ou l'autre de ces types de contraste, d'abord, bien sûr, pour appeler l'œil du spectateur, pour le garder dans le tableau, et puis pour donner du sens au tableau, puisque évidemment, ça va énormément jouer dans la narration, hein, ce choix de contraste coloré. Donc ce qu'on va faire ce soir, on va se retrouver juste après dans un petit tuto pratique. Ce soir, on va s'intéresser, on va peindre des citrons, selon les 7 contrastes colorés de Johannes Itten, pour voir à quel point un choix différent de contrastes colorés a un impact absolument incroyable sur la perception du citron en question. On se retrouve tout de suite dans le petit tuto pratique.